Allô à mes petits érudits, j'espère que vous vous portez bien. Une fois de plus, au travers de cette vidéo, je vais vous prouver que la culture classique n'est pas à prendre de haut. Une grande partie d'entre vous sont certainement des groupies de la saga Harry Potter. Mais très peu doivent être au courant que la Queen J.K. Rowling s'est fortement inspirée de la mythologie grecque. Et d'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Je vous invite donc à enfiler votre plus belle cape de sorcier et enfourcher votre Nimbus 2000 direction l'Antiquité. L'œuvre intégrale de Madame Rowling est bourrée de références au latin et à la mythologie grecque. Ces deux éléments y sont tellement présents que j'ai dû faire une sélection pour que la vidéo ne devienne pas une conférence. Quasiment toutes les formules magiques et les noms des personnages sont inspirés de mots latins, je ne vais donc pas les traiter. Aussi, je m'appuie principalement sur les livres qui sont d'ailleurs au nombre de 7 et c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux. Bien, commençons. Parler d'Harry Potter est pour moi le prétexte de vous conter le mythe d'Orphée et Eurydice. Si l'on devait présenter le personnage d'Orphée, en quelques mots, on pourrait dire que c'est un beau jeune homme, qu'il pratique la musique et la poésie à la perfection, si bien que les dieux lui ont offert une harpe. Un jour, il rencontre la nymphe Eurydice. C'est le coup de foudre absolu. Ensemble, ils filent le parfait amour. Comme dans ta comédie romantique favorite, ils courent au ralenti dans les champs de fleurs. Les petits papillons virevoltent autour d'eux, ils se regardent amoureusement et d'un coup, Eurydice se met à gueuler comme une vieille truie. Ouais, parce que cette bolosse, au lieu de regarder son cum avec niaiserie, elle aurait plutôt dû regarder là où elle marchait. Et oui. Leur histoire tourne au drame lorsqu'elle meurt à la suite d'une morsure de serpent au pied. Orphée, ce gros fragile, est inconsolable. Il tente alors d'aller récupérer sa bien-aimée dans le royaume des morts. Ce qui n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Courageusement, il descend dans les profondeurs de la terre. À l'aide de sa lyre, il charme en premier lieu le passeur Charon. Ensuite, le chien à 3 têtes Cerbère, et pour finir, les 3 juges des morts, les Euménides. Arrivé au plus bas niveau des ténèbres, contre toute attente, l'effroyable Hadès l'autorise à ramener sa bien-aimée dans le royaume des vivants. Mais comme le dieu des morts est un petit rigolo, il met en place une condition. Une seule. Orphée ne devra pas se retourner tant que Eurydice n'aura pas atteint la lumière du soleil. Ainsi, Eurydice le suit dans la pénombre, au son de sa lyre. Pas d'inquiétude, Orphée n'a pas joué du Joule. Seulement, voilà. Orphée est pris de doute, il n'entend plus les pas de sa bien-aimée derrière lui. C'est alors qu'il se retourne pour vérifier qu'Eurydice le suit toujours. Le con! Il avait une seule chose à faire, juste ne pas se retourner. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne! Bon bah du coup voilà, retour à la case départ, Eurydice décède une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, Orphée n'aura pas de deuxième chance, elle ne reviendra jamais. Pour en revenir à Harry Potter, dans le tome 1, l'intrigue principale tourne autour de la pierre philosophale, pierre donnant accès à la vie éternelle. Cette dernière a été volée, mais on ne sait pas par qui. Dans le chapitre 16, Harry, Ron et Hermione fuient Argus Rusard. Ce dernier est l'homme de main qui surveille les couloirs chaque nuit pour vérifier qu'aucun élève n'est hors de son lit. Durant leur fuite, les 3 personnages principaux tombent nez à nez avec la porte donnant accès à la pièce qui leur avait été interdite quelques chapitres plus tôt. Cette porte est en réalité une métaphore de l'entrée des enfers. Une fois ouverte, le trio découvre un énorme chien à 3 têtes nommé Touffu. Cette bestiole monstrueuse fait directement référence à Cerbère. Cette créature est l'un des 3 gardiens des enfers. Il a donc pour but de garder l'accès au Tartare interdit. Dans notre récit fantastique, Touffu, quant à lui, est installé sur une trappe qui semble donner accès à une autre pièce. Heureusement pour les 3 gosses, le chien a été endormi quelques instants plus tôt par quelqu'un à l'aide d'une harpe ensorcelée. Et oui, rappelez-vous notre récit, Orphée avait charmé le chien Cerbère à l'aide de sa lyre. Nos 3 personnages peuvent donc accéder à la trappe sans danger et ainsi descendre encore plus dans les profondeurs. Au fur et à mesure des épreuves qu'ils subissent, Harry, Hermione et Ron comprennent que ce qui est caché au fond du château n'est autre que la pierre philosophale. Lorsque Harry arrive finalement dans la dernière pièce, il découvre que celui qui veut à tout prix récupérer la pierre est en réalité son professeur de magie, le timoré professeur Quirrell. En effet, ce dernier a été recruté par Voldemort pour l'aider à retrouver son apparence initiale. Dans la pièce finale se trouve le miroir du Rized, qui a pour spécificité de te montrer ce que tu désires le plus. Ainsi, Quirrell espérait connaître l'emplacement de la pierre, mais le miroir ne lui a pas montré. Lorsque Harry regarde à son tour, stupéfait, il découvre que la pierre se trouve dans sa poche. Mais, tout comme Orphée, notre petit bonhomme ne peut pas vérifier qu'elle s'y trouve réellement, au risque de se la faire voler par Quirrell. Harry et Orphée ont donc tous les deux des doutes et n'ont pas le droit de jeter un coup d'œil pour vérifier que ce qu'ils pensent est vrai. Mais à cause de la curiosité et de la peur, tous les deux vont craquer et regarder même s'ils savent qu'ils prennent le risque de perdre.
Et c'est ce qui va arriver. Autre élément qui n'est présent que dans la version écrite de l'œuvre, le passage du Sphinx dans le tome 4. Une fois de plus, Harry doit passer des épreuves, et cette fois-ci, il va devoir se remuer les méninges. Dans le labyrinthe, il rencontre un Sphinx. Ce dernier refuse de le laisser passer, à moins qu'il réponde correctement à son énigme. S'il se trompe, il sera attaqué. Mais il peut aussi choisir de ne rien répondre et de rebrousser chemin s'il ne trouve pas de réponse adéquate. Et là, c'est le moment où tous les terminales L se réveillent car ils ont compris là où je voulais en venir. Ce passage fait directement référence au mythe d'Œdipe. Super! Je ne vous fais pas un résumé de ce mythe car je vais sans doute l'aborder dans une prochaine vidéo. Pour faire court, ce personnage de la mythologie grecque quitte son chez lui car une Pythie, une voyante, lui a annoncé qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère. Voilà, on a connu plus fun comme ambiance familiale. Du coup, le petit gars, il décide de partir et arrive aux portes de la ville de Thèbes. Cette dernière est terrorisée par un sphinx. Œdipe décide d'aider les Thébains et va voir la créature. La bestiole lui propose un deal. Si notre héros répond correctement à l'énigme, le Sphinx laisse la ville de Thèbes et ses habitants en paix. Tout comme dans Harry Potter, le Sphinx bloque le passage et la seule façon de traverser est de répondre correctement à une énigme. Pour votre culture générale, je vous laisse découvrir la merveilleuse devinette que nous propose le Sphinx dans Œdipe. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2 jambes et finalement 3 jambes? Vous avez le droit de m'applaudir pour cette magnifique interprétation du Sphinx. Sans hésiter, Œdipe répond « L'homme, car dans sa prime enfance, il se traîne sur ses pieds et ses mains. À l'âge adulte, il se tient debout sur ses 2 jambes et dans sa vieillesse, il s'aide d'un bâton pour marcher. » Pour conclure, le point commun entre nos 2 héros est qu'ils doivent répondre à une énigme face à un sphinx. Comme je vous l'ai dit précédemment, une grande partie des noms des personnages est inspirée du latin. Mais l'exemple le plus flagrant reste pour Argus Rusard, le concierge de Poudlard. Dans la mythologie, Argos est un personnage qui a 100 yeux. Il y en a en permanence 50 qui dorment et 50 qui veillent, de sorte qu'il soit impossible de tromper sa vigilance. Argus Rusard, quant à lui, voit presque toutes les activités des élèves comme s'il avait lui aussi 100 yeux, notamment à l'aide de sa chatte Mystaigne, qui l'aide dans sa mission. Et voilà mes petits érudits, il existe de nombreux autres exemples qui font référence à la mythologie, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes culturelles. Tchuss les moules!